8.2 à 8.4, je vais partir d'une situation qui est déjà connue, avec une équation qui est déjà connue, pour vous montrer en fait que tout ce qu'on fait ici, c'est utiliser une autre approche, mais pour résoudre le même type de problème que depuis le début de la session. Donc, je prends une situation qu'on a déjà étudiée, donc de quoi de relativement simple. Je vais prendre une masse qui se dirige dans une certaine direction, donc je vais avoir une vitesse initiale et puis, disons qu'on applique une force sur cette masse-là. Puis dans mon exemple, ça va être important de considérer que la force que j'applique, c'est la force résultante. Donc, c'est la somme des forces, en fait. Vous allez comprendre pourquoi à la fin. Là. Donc, le mouvement qui sera fait par la masse devrait ressembler à quelque chose comme ça ici. La force, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va changer la direction de la vitesse. Bon. Donc, peu importe. Dans cette situation-là, on va se retrouver, disons, si je regarde pour un certain temps t, ou delta t, je vais me retrouver à une position finale après un certain temps. Qui dit position finale dit vitesse finale. Donc, j'aurai une vitesse finale. Puis aussi, si on fait référence au chapitre 4, ben, si j'ai une position initiale et une position finale, j'aurai un déplacement que je vais nommer delta R. Comme au niveau du chapitre 2, entre deux vecteurs, on a un angle que je vais nommer θ. Donc, de façon générale, ma force résultante, j'y donne une composante en x, en y et en z. Même chose pour mon déplacement, j'ai déplacement en x, en y et en z. Maintenant, si je veux en arriver à une équation qui fait intervenir le travail et l'énergie, ce que je vais faire, je vais prendre un point de départ qui est déjà connu. Donc, il y a une formule de cinématique qui était souvent utilisée, même, je dirais, à mon avis, plus souvent que les autres. Donc, par exemple, en x, on avait vfx carré égale à vix carré plus 2ax delta x. Étant donné que ma situation ici est en 3 dimensions, ben, si je voulais faire de la cinématique, ce que je devrais faire, c'est définir aussi en y et en z. Maintenant, si je veux faire un problème au niveau de l'énergie, au lieu de tout séparer mes composantes x, y et z, je vais essayer de les réunir. Donc, au lieu de travailler avec la vitesse en x seulement, ou en y ou en z, j'aimerais ça faire intervenir le module de la vitesse et non les composantes. Mais là, ça tombe bien parce que quand on regarde les termes de gauche, j'ai toutes mes vitesses en x, en y et en z qui sont au carré. Donc si j'additionne, par exemple, les trois composantes de vf au carré, bien, par la loi de Pythagore, hein, si je fais la racine, bien, ça me donne vf. Okay? Ce qui veut dire qu'en d'autres mots, je pourrais aussi les remplacer par vf carré. Donc, en gros, pour y arriver, vu qu'on a une égalité, si je fais vfx carré plus vfy carré plus vfz carré, j'ai le droit de le faire à droite aussi. Donc, je peux additionner tous mes termes à droite, ensemble, puis les mettre à droite de l'égalité. Ça donne ça. Ça fait une équation qui semble bien longue, bien compliquée, mais ce qu'on va faire, là, porter attention sur ces termes-là ici. Donc, les vitesses initiales, ben, comme j'ai fait à gauche, si je les mets ensemble, je pourrais faire apparaître la vitesse, le module de la vitesse initiale. Puis je vais mettre ensemble les trois autres termes. Donc, mes trois termes avec l'accélération, je les ai mis ensemble, puis j'ai mis le 2 en évidence, okay, parce que je veux faire ressortir quelque chose d'important, c'est que cette partie-là, dans la parenthèse, rappelez-vous du chapitre 2, je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose, mais AX delta X, AY delta Y et AZ delta Z, ce que ça donne, ben, c'est un scalaire, mais en plus, ben, on avait vu au chapitre 2 que c'était la définition même du produit scalaire quand on le fait par composante. Donc ça, là, c'est équivalent à dire, ben, c'est A, produit scalaire avec delta R. Donc là, vous voyez que le produit scalaire, là, c'est la première fois qu'on va l'utiliser avec une situation physique. Donc, je vais remplacer évidemment toute cette parenthèse-là par A, produit scalaire avec delta R. Maintenant, pour ce qui est des vitesses, ben, on a vu rapidement tantôt que quand j'additionne mes trois composantes au carré, ben, ça me donne, avec la loi de Pythagore, ça me donne les vitesses, la norme des vitesses au carré. Donc, j'ai VF carré et j'ai VI carré. Ce qui veut dire que finalement, hein, une seule équation qui résume tout, ben, mes trois équations ensemble, c'est l'équation suivante. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le VI à gauche de l'égalité. Donc, je vais faire moins VI carré. Et je retrouve une équation qui est beaucoup plus compacte. Maintenant, pour faire apparaître la force résultante, et ben, j'ai l'accélération. Donc là, le lien entre la force et l'accélération. Donc là, je tombe au chapitre 5, la deuxième loi Newton.
je sais que la force résultante est égale à M fois A. Donc, si je veux faire apparaître la force résultante dans mon équation, qu'est-ce que je dois faire? Bien, je dois multiplier par la masse à gauche et à droite. Et là, j'y arrive, je suis quasiment rendu. Ce que je vais faire, je vais diviser par 2 partout. Okay? Donc, si je divise par 2, je vais retrouver cette équation-là. Étant donné que MA, c'est la force résultante, je vais trouver l'équation qui est, je dirais, si j'avais à résumer le chapitre en une seule équation, ce serait celle-là. Là. Donc, cette équation-là est tellement importante dans le chapitre que, ben, en fait, je dirais le restant du chapitre, ce qu'on va faire, c'est juste élaborer sur chacun des termes qui composent cette équation-là. Donc, première des choses, si on regarde le côté gauche de l'équation, ces deux termes-là. Donc, le produit 1 demi fois m fois v carré, peut-être que certains, ça vous rappelle quelque chose, parce qu'au secondaire, vous l'avez vu. Et ça s'appelle l'énergie cinétique. Donc, l'énergie cinétique, la lettre qu'on utilise, nous, au collégial, c'est la lettre K majuscule. Okay, donc, K, c'est pour kinetic. Donc, en général, que ce soit initial ou final, là, on va définir l'énergie cinétique, 1 demi fois la masse fois la vitesse au carré. Et ce terme-là va revenir très souvent jusqu'à la fin de la session. Donc, 1 demi mv carré, l'énergie cinétique. Donc, ce qui est le fun avec l'énergie cinétique, c'est une quantité qui est scalaire. Donc, il n'y a aucune notation vectorielle là-dedans. Ça dépend de la grandeur de la masse, mais la masse, c'est scalaire de toute façon, là. Mais ça dépend du module de la vitesse. Donc, l'orientation de la vitesse n'est vraiment pas importante. Puis, si on regarde les unités de l'énergie cinétique, bien, on a une masse, puis une vitesse au carré. Donc, cet amalgame d'unités fondamentales-là, on y attribue une grandeur qui est dérivée, qui s'appelle le joule. Okay? Donc, un joule correspond à 1 kg fois mètre carré par seconde carré. Le côté droit de l'équation, lui, j'ai force résultante, produit scalaire avec le déplacement. Ce terme-là a une aussi grande importance que l'énergie cinétique. Ce que c'est, en fait, c'est que si j'applique une force sur une masse, puis que cette masse-là se déplace, bien, le produit, justement, force fois déplacement, un produit scalaire, est relié au travail qu'on effectue sur l'objet. Puis là, la petite distinction, c'est qu'étant donné qu'au début, je vous ai dit là, que dans mon exemple, la force qui était dessinée, c'était la force résultante. Bien, dans cette équation-là, ce qui est important de considérer, c'est que le travail, c'est le travail total. Hein. Si c'est la force résultante que j'ai utilisée, bien, le travail qui est relié à la force résultante, c'est ce qu'on appelle le travail net. Donc, le travail net, en fait, c'est, je vous disais, s'il y a plusieurs forces qui agissent sur l'objet, bien, on sait que la force résultante, vectoriellement, c'est la somme des forces. Donc, c'est F1 plus F2 plus F3, là, peu importe le nombre de forces qu'on a. Bien, quand on fait le produit scalaire entre la force résultante et delta R, c'est équivalent à faire le produit F1 fois delta R plus F2 fois delta R. Donc, finalement, mon travail net, ça correspond à la somme du travail individuel de chaque force. Donc, si j'ai plusieurs forces qui agissent sur une masse, chacune de ces forces-là peut produire un travail sur la masse. Mais si j'additionne l'ensemble de ces travails-là, ce que je vais retrouver, c'est le travail net. Donc, la définition du travail, donc si je parle du travail net ou de n'importe quel travail net ou le travail d'une force quelconque, là, le travail, par définition, c'est la force en question, produit scalaire avec mon déplacement. Donc, j'écris, c'est le travail d'une force constante parce qu'on verra que si on a une force qui varie en intensité, c'est un petit peu différent. Mais depuis le début, dans mon exemple, la force, c'est une force qui est constante. Si on regarde les unités du travail, j'ai une force en newton multipliée par un déplacement qui est en mètres, newton fois mètre, puis on peut juste remplacer newton par son équivalent. Donc, on voit qu'on a absolument les mêmes unités que pour l'énergie cinétique, c'est parfait. Donc, on peut parler aussi du joule pour l'unité du travail. Donc, aussi, on peut remarquer là, que le joule correspond à 1 newton fois 1 mètre.
Donc, une force d'un newton qui tire une masse sur 1 mètre, ben, fait un travail d'un joule sur la masse en question. Donc, vous allez voir, je vais faire un exemple tantôt, mais dans ces problèmes-là, ce qu'on prend l'habitude de faire, au lieu de prendre l'équation de cinématique, là, comme dans le chapitre 3, chapitre 4, ben, on calcule individuellement les énergies cinétiques au départ et à la fin, puis le travail de chacune des forces, puis on va résoudre notre problème du point de vue énergétique. Et puis, donc finalement, nos 3 équations de cinématique, si on ajoute toutes ces définitions-là, mais on va en arriver à la définition du théorème de l'énergie cinétique. C'est-à-dire que, regardez l'équation d'en haut, là, si KF moins KI égale au travail net, on peut l'écrire de cette façon-là, c'est-à-dire que KF moins KI, c'est aussi la variation d'énergie cinétique. Okay, donc, j'ai delta K égale au travail net. Donc, mine de rien, là, cette équation-là, elle contient toute l'information qu'on a besoin pour faire les problèmes là, qui nécessitaient jadis la formule avec les vitesses au carré. Donc, c'est l'équivalent, là, mais du point de vue énergétique. Puis, en gros, ce que ça veut dire, cette équation-là, ben, le travail peut être soit positif, négatif ou nul. C'est sûr que si le travail est nul, ben, l'énergie cinétique ne changera pas. Hein? Delta K va être égal à 0, donc KF égale à KI. Ce qui est sûr, c'est que si le travail net est plus grand que 0, donc si on effectue un travail qui est positif, ben, c'est comme si cette énergie-là était donnée à la masse. Donc, pourquoi je dis ça? C'est que si le travail net est plus grand que 0, ben, nécessairement, delta K est plus grand que 0, donc on n'aura que KF est plus grand que KI. En d'autres mots, la masse aura emmagasiné cette énergie-là sous forme d'énergie cinétique. Okay? L'énergie cinétique est plus grande à la fin qu'au départ. À l'inverse, si le travail net est plus petit que 0, ce qui est tout à fait possible, par exemple, imaginons qu'on a une masse qui a une certaine vitesse initialement, bien, prenez la force de frottement. La force de frottement, là, c'est une force qui fait toujours un travail négatif. J'ai une masse qui glisse sur une surface, puis disons que bon, le frottement va l'arrêter. Donc, j'ai une vitesse initiale qui est très grande, une vitesse finale qui va finalement être égale à 0. Donc, le delta K est négatif. Okay? Donc, le frottement, ce qu'il fait, c'est qu'il exerce une force dans le sens contraire du déplacement. Donc, automatiquement, c'est un travail qui est négatif. Ce qui veut dire que l'énergie cinétique diminue. Donc, je vais avoir un KF plus petit que KI. Donc, on dit dans ce cas-là qu'au lieu de dire que dans ce cas-ci, bon, la masse emmagasine l'énergie, dans ce cas-ci, la masse, elle va céder l'énergie à son environnement. On verra éventuellement que cette énergie-là, bien, si je parle du frottement encore, cette énergie-là va être cédée sous forme de chaleur, par exemple. Okay, donc, c'est ce qui est le théorème de l'énergie cinétique. Donc, essentiellement, le chapitre porte sur cette simple et unique équation-là. L'occasion est bonne pour appliquer tout ça avec un bon vieux problème. Alors, la mise en situation. J'ai un bon vieux plan incliné. J'ai une masse à la base du plan incliné. Et j'ai un treuil qui tire sur la masse pour l'élever du bas jusqu'en haut du plan incliné. Donc, le treuil, c'est tout simplement un moteur rotatif là, qui tire sur la corde. Dans cette situation-là, alors, je vous dis que la masse est de 100 kg. J'ai un coefficient de frottement cinétique entre le bloc et le plan incliné de 0,4. Mon plan incliné a une hauteur de 2 mètres. L'inclinaison du plan incliné est de 30 degrés. On suppose que la masse part du repos, donc la vitesse initiale c'est 0. Puis on suppose que rendu en haut, la masse va avoir une vitesse de 3 mètres par seconde. Et la question maintenant, quel doit être le travail effectué sur la masse par le treuil? Donc en d'autres mots, mon treuil, le moteur qui tire pour monter la masse jusqu'en haut, quelle énergie au minimum va devoir déployer pour arriver à tirer cette masse-là? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? C'est sûr qu'on peut solutionner ce problème-là
avec de la cinématique, puis une somme de force. Une bonne vieille somme de force, donc pour retrouver l'accélération, tout ça. Le but ici, c'est de ne pas passer par ce chemin-là. Le but, c'est de prendre des notions d'énergie, travail, énergie cinétique, pour arriver à résoudre le problème. Donc, première des choses, quand on a ce type de situation-là, quand on cherche un travail, bon, vous voyez ici que j'ai une vitesse initiale, une vitesse finale, je peux utiliser le théorème de l'énergie cinétique, qui est tout simplement que la variation d'énergie cinétique correspond au travail net. Okay? Donc, c'est la formule du chapitre. Mais il va falloir élaborer. Donc, le delta K, c'est assez simple. Delta K, c'est KF moins KI. Puis le travail net, ce qu'on va devoir faire pour le calculer, c'est trouver le travail qui est fait par chacune des forces dans ce problème-là. Donc, il y a plus qu'une force ici. Oui, j'ai le treuil qui tire vers le haut. Donc, le treuil tire avec une force qu'on pourrait nommer la tension T, mais j'ai d'autres forces. Donc, la tension T, qui se trouve avec la force avec laquelle le treuil va devoir tirer, la force de gravité, la force normale, et nécessairement une force de frottement cinétique qui s'oppose au mouvement. Chacune de ces forces-là peut potentiellement faire un travail sur la masse. Le travail net, c'est la somme de tous ces travails-là. Donc, je vais associer un travail pour chaque force. Le travail du treuil, le travail de la gravité, le travail de la force de frottement cinétique, puis le travail de la force normale. Donc, ce que je vais faire, je vais calculer chacun de ces travails-là individuellement, puis je vais les additionner par après. Donc, pour commencer, peut-être une partie facile, on a les vitesses initiales et finales. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'énergie cinétique? Étant donné que l'énergie cinétique, c'est 1/2 mv carré, donc si je développe, la vitesse initiale est nulle, donc j'ai aucune énergie cinétique initiale. Puis, vu que j'ai la masse et la vitesse finale, je peux déterminer la valeur de mon KF, donc de mon delta K. Donc, delta K, 1/2 fois m fois la vitesse au carré, ce qui me donne 450 joules. Donc, c'est réglé pour le côté gauche de l'équation. Maintenant, le côté droit. Donc, je vais aller vérifier. Bon, évidemment, ce que je cherche, la question, c'est de trouver. Donc, ce que je recherche, finalement, c'est le travail du treuil. Donc, c'est la quantité qui est inconnue ici. Donc, je peux trouver le travail de la gravité, de la force de frottement, puis de la force normale. Je vais commencer par le travail de la gravité. Donc, pour trouver le travail de la gravité, ce que je dois faire, c'est relier ensemble la force de la gravité et le déplacement. Donc, ce que je n'ai pas fait ici, c'est de vous dire que si je connais la hauteur h, je peux déterminer la grandeur du déplacement sur le plan incliné, okay, donc delta S. Puis, tout simplement en faisant sinus. Donc, delta S, la grandeur, c'est h sur sin de θ. Donc, si je remplace h par 2, puis sin de θ, sin de 30, ça me donne 4 mètres. Alors, pour la gravité, j'ai la force de gravité et le déplacement. Donc, le vecteur déplacement, lui, il suit l'inclinaison du plan incliné. Pour calculer le travail, soit que je prends la formule avec les composantes, ou encore que j'utilise la formule suivante. Donc, la norme de FG fois la norme du déplacement fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Donc, c'est pour ça que je trace les vecteurs origine-origine, parce que je veux connaître l'angle ici au sommet. Donc, attention, là, l'angle θ qui est là, j'aurais peut-être dû prendre phi, en fait, parce que c'est pas le même angle qu'ici. L'angle phi vaut 90 plus θ, donc 120 degrés. Donc, j'ai 120 degrés entre mes deux vecteurs. Donc, je vais calculer le travail de la gravité. Et donc, mg delta S cos 120. Cos 120, ça nous donne de quoi qui est négatif ici. Donc, si je fais mon calcul, ça me donne moins 1960 joules. Donc, c'est un travail qui est négatif parce qu'on voit que la masse se déplace globalement vers le haut, mais la force de gravité, elle, force vers le bas. Donc, c'est un déplacement qui est opposé à la force. Donc, nécessairement, c'est un travail qui est négatif. Si on se concentre sur la force normale, elle est facile. Parce que la force normale, ce qu'on voit, là, si je les trace, force normale et mon vecteur delta S, un et l'autre origine à origine, ce qu'il y a de particulier, c'est que j'ai 90 degrés entre la force normale et le déplacement. Donc, la force normale, si on utilise la formule du produit scalaire, qui est la norme de n fois le nombre de delta S fois cos 90, mais cos 90, ça vaut 0. Donc, automatiquement, le travail de la force normale, il est nul. Puis de toute façon, dès que vous voyez qu'il y a une force qui est perpendiculaire à un déplacement, automatiquement, le travail de cette force-là est nul.
Donc, ce qui me reste, c'est le travail de la force de frottement cinétique. Donc, je vais avoir besoin d'un petit peu de place ici, là. Donc, pour le frottement cinétique, même technique, je vais regarder l'orientation de la force par rapport à l'orientation du déplacement. Puis là, ben, dans mon schéma, on remarque que FC et delta S sont opposés complètement. Donc, j'ai FC et delta S, puis l'angle entre les deux, c'est pas 0, c'est 180 degrés. Ce qui veut dire que mon travail ici, mon travail correspond à la norme de FC fois norme de delta S fois cos 180. Bon, cos 180, c'est moins 1. Donc, vous savez que la force de frottement, c'est la normale fois mu C. OK, donc, mon moins 1, je le rapporte ici. N mu C, c'est la force de frottement. Donc, N mu C delta S. Puis la force normale, bien là, on est habitué, la force normale, si on fait une somme de force en Y, on remarque la force normale, bien c'est mg cos θ. Mais là, c'est vraiment le θ qui correspond à cet angle-là. Okay? Ça n'a plus rapport avec l'angle entre les deux vecteurs. C'est le θ que je prends pour calculer la force de frottement. OK, il me manquait un mu C ici, je l'ai vu juste à temps, donc je l'ai rajouté. Donc le calcul ici, donc ce qui me donne numériquement moins 1358 joules. Alors, j'ai le travail de la gravité, la normale, la force de frottement cinétique. Donc, si je reviens au théorème d'énergie cinétique, donc ça, je peux dire, c'est que delta K, 450, WT que je cherche, je remplace chaque travail. Et la réponse, bien, si j'isole mon travail de mon treuil, donc ça vient additionner ces trois termes-là. Donc, vous voyez que le fait d'isoler le travail du treuil, même les termes ici deviennent positifs de l'autre côté de l'équation. L'énergie que le treuil doit transmettre à la masse, donc le travail qui est effectué sur la masse, doit correspondre à 3768 joules. Puis, juste pour faire remarquer, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on remarque que le treuil, l'énergie qui est fournie par le treuil, mais on peut comprendre comment cette énergie-là est distribuée. Donc, sur les 3768 joules, j'ai 450 joules qui servent seulement à accélérer la masse. C'est mon delta K. J'ai un 1960 joules qui sert à élever la masse en hauteur, à combattre la gravité. Puis j'ai un 1358 joules qui sert juste à combattre le frottement. Donc la somme de tout ça, ça me donne le travail du treuil. Donc, pensez aussi que si c'était moi ou vous qui tiriez la masse, maintenant ça dépend de quelle façon je tire, donc je pourrais dépenser plus d'énergie que ça nécessairement en fonction de l'efficacité de ma technique. Donc, ce qui me reste à voir maintenant, c'est, je vais développer un petit peu parce que le travail, donc ici c'est F pour être scalaire avec delta R, mais c'est vrai seulement si la force est constante. Dans la majorité des cas, la force va être constante, c'est pas un problème. C'est juste qu'on peut avoir des situations, comme par exemple avec un ressort, là, où la force qui est exercée sur la masse peut varier en fonction de la position. Et puis, pour ce qui est du travail, c'est un petit peu différent. L'équation est différente, mais ce n'est pas un problème.